Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, l'agenda permaculteur du mois de décembre. Et oui, on est déjà en hiver. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça tu seras au courant de l'ensemble des publications et des vidéos que je mets en place tous les jeudis. Le mois de décembre est enfin arrivé, d'ailleurs tu t'en doutes parce que là je suis à l'intérieur, tu sais habituellement je te fais ça dehors, enfin bon tu vois un petit peu le machin, bon là franchement ça caille. Et donc du coup je fais ça à l'intérieur, mais je vais te faire des petites prises de vue qui sont dehors parce que comme ça moi je bouge, tu vois, je reste pas un petit peu comme ça. Enfin bon bref, je veux pas j'en ai marre d'avoir froid. Et mais ça n'empêche que malgré tout, il faut quand même que je te parle de qu'est-ce qui est à faire au mois de décembre. Alors c'est vrai qu'il y a la course aux jouets, c'est vrai qu'il y a qu'est-ce qu'on va mettre comme menu de réveillon sur la table. C'est vrai que ça occupe, en tout cas pour ma part, au niveau des cadeaux, pas mal de temps, mais on a aussi encore quelques petites bidouilles à faire au jardin. Alors je te rassure, décembre c'est pas le truc le plus exaltant au niveau du potager et même du verger. Il n'y a pas énormément de trucs, quoique ça dépend un petit peu où on en est dans notre projection, dans le plan qu'on avait mis en place. Je te dis ça, c'est quand si tu t'es dit cet été ou au printemps, tiens, je mettrais bien ça comme aménagement, ou je referais ça comme ça, ou par exemple, voilà, cette partie-là camoufle trop, cette partie-ci, il faudrait que je taille un peu plus, ou que je fasse une ouverture à cet endroit-là. Bon, c'est le moment pour le faire. Mais là, du coup, tu auras quand même pas mal de boulot. Là, j'ai toutes mes tailles à mettre en place, moi, et c'est des tailles d'ouverture, parce qu'il y a des choses qui j'ai laissé prendre, et c'est comme tout, à un moment donné, c'est des choix. C'est quand tu as trop d'ombre dans un endroit, soit tu le laisses, soit tu te dis, si ça gêne autre chose qui doit ici exister, bon, il y a des petites tailles à faire. Enfin, je te rassure, en permaculture, tu n'as pas énormément de tailles à faire, et puis j'ai envie de te dire, plus tu as de l'espace, moins tu en auras. En règle générale, on est obligé un petit peu de tailler quand l'espace est un peu réduit, puis qu'on n'a pas énormément de surface. Bon, après c'est ainsi, mais malgré ça, on reste sur des tailles légères, hein. On n'est pas en train de laisser des trognes, comme on dit, enfin bon bref. Ouais, certains arbres coupés, j'ai peur pour eux, quoi. Donc là, ce qui va nous rester à faire, déjà il y a des choses qui voient qu'on finisse, on n'a pas encore eu le temps de les finir. Ça va être de pailler ce qui te reste à pailler. Alors je te rappelle rapidement, hein, pendant la saison estivale, hein, il y a eu ta couverture de surface végétale, c'est quand même un petit peu estompé parce que du coup il y a eu la décomposition naturelle, bon, due à la chaleur en partie, hein, mais pas que, et qui fait que ça s'est quand même soit tassé, soit diminué. Avant l'hiver, on remet une bonne couche histoire que la surface de la terre soit maintenue hors gel, c'est l'objectif, hein. Et si ta surface de paille ou de foin est suffisante, en toute logique au niveau de la terre, même par forte gelée, c'est pas gelé en dessous, hein, tu peux encore planter, faire ce que tu veux. Si c'est gelé en dessous, c'est que ta hauteur n'était pas suffisante. Moi, je pars entre 25 et 35 cm, voilà, en moyenne, c'est à peu près ce que je mets. Donc là, il faut finir ce qu'il y a à finir, parce que en aucun cas, la terre doit rester découverte à nu, et surtout pas l'hiver, hein. Je ne vais pas rappeler ce que j'ai déjà expliqué au mois de novembre. Je t'invite à revoir l'agenda permaculteur du mois de novembre. Ensuite, il va falloir qu'on protège aussi nos cultures qui n'ont pas été protégées. Là, je te parle vraiment des cultures qui restent en terre pendant l'hiver. Il n'y a pas logiquement énormément de choses. Il y a quelques choux, ceux qui supportent le gel. Il y a quelques laitues et chicorées dans les variétés qui supportent l'hiver. Et malgré ça, moi, je les protège quand même. Je suis dans une région où quand ils tapent au niveau du froid, ils tapent quand même pas mal. Et puis bien entendu, tout ce qui va aller rester en terre aussi, en termes de légumes racines, mais pour les légumes racines qui supportent le froid. Tu comprends bien qu'il y a des variétés. Alors si tu veux laisser pendant l'hiver, par exemple, des poireaux de printemps, c'est pas gagné que tu y arrives, parce que c'est pas les poireaux de printemps, comme son nom l'indique, c'est un poireau que tu vas consommer essentiellement, voilà, fin de printemps, enfin ouais, à peu près dans ces périodes-là, voire même été, automne. Si tu veux laisser des poireaux en terre pendant l'hiver, il faut prendre la variété de poireaux d'hiver, sinon ça reste un peu compliqué. Donc dans cette variété-là, il va falloir aussi les protéger. Donc en règle générale, moi je mets de la paille autour jusqu'à la naissance des premières feuilles. En plus, ça blanchit un peu plus le poireau, ce qui n'est pas idiot en soi. Là, c'est pour les poireaux, tu vois. Mais après, pour les choux, je ramène un peu plus de paille aussi autour du chou. Enfin, tu comprends, voilà, j'essaie de protéger au maximum ce qui est protégeable. Je mets pas forcément un voile au-dessus des choux parce que les variétés que j'ai supportent le gel. C'est des variétés d'hiver adaptées à la région. Donc, en toute logique, j'ai pas besoin de mettre ça. Et jusqu'à maintenant, j'avais eu trop de soucis, tu vois, de pourrissement ou de décomposition même du légume.
Par contre, pour les laitues et l'escarole, ouais, je mets quand même un voile dessus parce que j'ai quelques petites surprises. Voilà, ça avait un petit peu fondu. Bon, donc pour éviter ce drame-là, surtout j'en ai quand même pas mal. Et puis c'est surtout que c'est avec ça que je bouffe l'hiver. Donc autant dire que j'ai intérêt à y faire gaffe aussi. Mais je les laisse en terre et il n'y a pas trop de risques. J'avais reçu une question, j'ai passé rapidement à la suite, sur y a-t-il un risque quand on laisse ces cultures en pleine terre qu'elles soient dévorées par des animaux? En toute logique, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la base des sciences. Hein. La majorité des mammifères, voire micro-mammifères, pendant l'hiver, hibernent, donc ils dorment. Donc le risque est extrêmement minime qu'ils viennent sous ta couverture végétale bouffer tes légumes, ou au-dessus. Il avait fait un petit peu froid, et en toute logique, ils ont pris les réserves nécessaires pour tenir l'hiver. C'est pas exclu quand il y a quelques-uns qui se réveillent, surtout s'il y a un redout. Alors, voilà, c'est surtout à cette période-là où il y a un risque. Essentiellement pour ce que je vais venir après, ce qui est la vérification de ton stock de conservation. Et c'est plutôt là-dessus qu'il faut plutôt se méfier. Mais pas trop. Enfin, si tu veux, sur mes parcelles, j'ai pas eu de ravage de rongeurs en plein hiver. Je n'ai jamais connu ça ni dans les carottes, ni dans les machins. Ça veut pas dire qu'ils sont pas en dessous de la paille, hein, parce qu'ils y sont, des fois je les entends. Hein. Mais surtout au début du printemps, c'est là où ils font, voilà, ils se réveillent. Mais en hiver, ils dorment. Hein. Enfin, tu les entends pas trop. Hein. Enfin, je les vois difficilement en tout cas. Compostage de surface, bien entendu, on continue malgré tout à le faire, même si effectivement ça va pas trop se décomposer, c'est-à-dire que ça va quand même un petit peu stagner. Comme c'est l'hiver, il fait pas très chaud, logiquement, bon, t'as pas trop de décomposition, tu vois, de méthanisation qui va se mettre en place. Ça va rester un petit peu figé. Au début du printemps, bah, ça fait de la matière qui, avec le dégel et l'humidité présente due à l'hiver, bah, va se mettre en action assez rapidement. Donc, du coup, c'est pas inintéressant de continuer, malgré que en hiver, la décomposition naturelle est comme en toute logique stoppée. En tout cas, sur les couches supérieures. Le voile d'hivernage, je le mets vraiment sur des cultures très très sensibles. Alors, voile d'hivernage, pardon, je te rappelle, moi je mets du P30, hein, c'est même 35 je crois. C'est la surface en fait, c'est l'épaisseur, c'est la densité du voile si tu préfères. Sans se marquer dessus, voile d'hivernage, hein, c'est ce que j'utilise. Sur des cultures sensibles, moi en ce qui me concerne, c'est essentiellement les plantes médicinales, certaines plantes médicinales que je vais protéger, même si majoritairement il est vrai qu'il est notifié que certaines tiennent jusqu'à -10. Bon, j'ai pas envie de tenter le diable, tu vois, parce que j'ai eu des surprises aussi. J'ai eu des sauges qui sont censées tenir et puis qu'en fin de compte, elle n'a pas tenu. Parce que quand tu as un vent givrant, bah, mine de rien, voilà, ça peut rester, même si le vent givrant sur mon jardin, il n'y en a pas. Mais malgré tout, voilà, par précaution, je préfère quand même mettre un voile d'hivernage sur des légumes qui peuvent se révéler être sensibles. Et c'est ce que je fais. Donc par exemple, voilà, tout ce qui va être plantes médicinales et puis aussi aromatiques, tu vois, c'est ce que je vais faire. Après le reste, non. Par des annuelles vont mourir pendant l'hiver, je vais pas aller les protéger, tu vois, elles seront ressemées. Après, sur des cultures très très sensibles au gel, là par contre, je les rentre à l'intérieur. Je vais pas les laisser à l'extérieur. Alors tu vois, par exemple, si j'ai des agrumes, je vais pas mettre la voile d'hivernage en le laissant dehors. Si j'ai un olivier qui est petit, même si l'olivier supporte le gel, mais bon, quand il est petit, enfin, par prudence, logiquement, il est censé, mais bon. Par prudence, par contre, ouais, citronnier, tu vois, voilà, oranger, bon, je suis pas censé en avoir dans ma région, tu vois, mais au cas où je tenais vraiment absolument à avoir mon citronnier, bah ouais, je vais le rentrer en hiver, je vais pas le laisser dehors, le pauvre, hein, parce que même avec un voile, c'est pas gagné qui y arrive. Enfin voilà un petit peu l'idée, tu vois, voilà, c'est, je protège ce qu'il y a à protéger, je mets un voile sur les trucs quand même où il y a un petit risque, et puis sur lequel il y a un gros risque, bah, je rentre ça directement chez moi, où il fait chaud, et puis voilà, on sortira le tour au printemps. Pour tes légumes de conservation, alors je te rappelle, c'est ceux que tu as enlevés de terre parce c'est pas des variétés qui sont logiquement faites pour rester en pleine terre pendant l'hiver. Donc, en toute logique, c'est variétés soit d'été ou d'automne, mais pas les variétés d'hiver. Donc, les variétés d'été ou d'automne, bah, en toute logique, soit j'ai fait des confitures, oui, pour les fruits, des confitures avec, soit j'ai fait des conserves, ce qui est le cas pour pas mal de légumes, et aussi pour tous certains petite catégorie, donc je vais t'expliquer, et ben je les ai mis en ce qu'on appelle en jauge, bah, ça veut dire ni plus ni moins, soit en terre, soit après il y a plein de variantes au niveau de la jauge ou du silo de conservation. Moi j'utilise un silo de conservation dans lequel bah, en fait c'est une caisse, si tu veux, il y a les sables dedans, et puis il y a une rangée de légumes, il y a du sable, une rangée de légumes, hein, du sable, voilà un petit peu, et puis je fais les couches comme ça, et j'essaie de maintenir le sable humide, ça veut pas dire détrempé, parce que sinon tu pourris tout. Et c'est ça qui va surveiller pendant l'hiver, c'est qu'il n'y ait pas de moisissures qui se mettent à apparaître dessus ou pas. Donc quand c'est le cas, faut enlever faut enlever le sable et puis laisser respirer un peu l'ensemble parce que c'est qu'il y a trop d'humidité. Donc faut qu'il n'y en ait quand même pas que le légume racine
se dessèchent et donc du coup ils viennent tout mous. Faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que sinon, sinon voilà, t'as un pourrissement qui se met en place. Donc faut arriver à trouver. Donc bon, c'est un équilibre à trouver. Une fois que tu l'as trouvé. Hein. Mais voilà, moi ce qui se met en jauge et en silo, pour ma part, ce sont des légumes racines que je vais utiliser. Voilà. Donc tout ce qui va être navet, tu vois, betterave et puis carottes. Voilà, ça va être essentiellement radis noir. Voilà, ça va être essentiellement ces choses-là que je vais mettre en silo ou en jauge. Hein, voilà, ça va être ça. Après, pour le reste, pour tout ce qui est choux, je les laisse en pleine terre. Je pourrais faire de la conservation sous forme, tu vois, de lactofermentation, parce que le chou marche très très bien en lactofermentation. Je le fais pas, mais effectivement, je pourrais le faire. C'est un élément que je pourrais rajouter à la liste de trucs que je fais. Mais c'est faisable. Pareil aussi pour les légumes racines, type carottes, tu peux parfaitement aussi faire des conserves en lactofermentation. Je te ferai certainement une vidéo là-dessus, comment on fait de la lactofermentation. C'est un mode de conservation qui est loin d'être idiot et qui a plein d'avantages au niveau de la santé. Et puis après, il y en a que je mets carrément en conserve. Moi là, c'est les légumes en lactofermentation, c'est pas top. Et puis en conservation dans des silos, ça fonctionne pas. Donc là, c'est clairement tout ce qui va être légumes fleurs et légumes fruits. Là, d'office, voilà, ça va faire comme ça. Donc tout ce qui va être, tu comprends bien, tout ce qui va être cornichons par exemple, voilà, ça va être là-dedans. Tout ce qui va être haricots verts, je vais le faire aussi en conserve. Alors après, au niveau des tomates, ça dépend. Moi, je suis pas tellement pour la congélation, mais on peut les congeler, ouais, pour ceux qui sont. Puis bon, en même temps, j'ai pas l'électricité pour un congélateur, donc même si je voulais, c'est pas possible. Mais bon, je suis pas tellement. Pour moi, il y a beaucoup de désavantages à la congélation. Je vois pas trop d'avantages. Mais après, voilà, c'est des choix de chacun. Mais au niveau des courgettes et puis des tomates, après tu as différentes manières de les conserver. C'est vrai que j'aime bien les conserver dans l'huile, tu vois, voilà. Bon, ça c'est un truc pour les tomates, je trouve que c'est sympa. Ou dans du vinaigre aussi, tu vois, les petites tomates cerises dans le vinaigre, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment sympa aussi. Enfin voilà, toi tu as plein de possibilités de conservation, lacto, conserve classique, toi les bocaux là, le parfait là que tu mets à stériliser. Et puis bon, tu as effectivement aussi la congélation. Et puis après, pour ceux qui le supportent, le silo. Et puis aussi la jauge. Et puis après, tu as effectivement, pour finir, ceux qui restent en pleine terre, qui vont supporter le gel. Bon, c'est pas énormément, moi c'est les choux et puis l'escarole, ouais, c'est ce qui va rester essentiellement en terre. Et les carottes d'hiver, la variété d'hiver qui restera en terre aussi, et le poireau d'hiver qui va rester en terre. Tu vois, les betteraves, j'en ai un petit peu parce que c'est la crapaudine que j'utilise pour les restes, tu vois. Celle qui va rester dans le terrain, cette variété-là, c'est la crapaudine, mais j'en fais pas énormément non plus, tu vois. Bon. Donc, c'est comment t'expliquer, c'est quelque chose qui va vite partir en hiver, je vais pas l'avoir tout l'hiver, voilà. C'est la bonne période aussi pour commencer à nettoyer tous les outils qu'on peut utiliser. Alors, c'est clair qu'en perma, ça se limite à pas grand-chose. Ça se limite à un plantoir, tu vois. Bon, donc je vais nettoyer mon plantoir. Ça va vite être fait. Hein. Bon, parce que je n'utilise rien d'autre. Même la grenillette, je l'utilise pas. Tu vois, c'est quand je mets en place des designs chez des gens que s'il y a besoin, je donne un coup de grelinette, mais c'est vraiment au démarrage. Moi, elle me sert pas. Enfin, voilà, il y a que le plantoir qui me sert. Mais bon, si tu as des outils, si tu as nécessairement besoin d'utiliser des outils, c'est le bon moment de les nettoyer, d'enlever la terre qui est dessus, avec un papier de verre, d'enlever la rouille, et puis essayer de les passer à l'huile de lin aussi pour l'hiver, ça les protège quoi. En cas d'humidité, si tu es dans un local où c'est assez humide, l'huile de lin va créer une sorte de petite pellicule dessus qui va éviter que ça rouille. Ça coûte du pognon quand même les outils, hein, donc c'est un truc faux. En toute logique, j'espère que c'est encore le cas, parce que moi j'ai des outils qui datent, mais t'as pas idée, hein. J'en ai, voilà, bon. En toute logique, c'est pour une vie hein, quand on les a. Donc, bon, on essaie de les conserver au maximum. Enfin, en tout cas, à l'époque, quand tu avais un outil, c'était quasiment pour toute ta vie. Hein. Bon, quelques-uns, tu es obligé de changer de temps en temps. C'est-à-dire qu'une scie, lame de scie, en toute logique, c'est pas pour une vie, mais je vais te dire, tu comprends bien, voilà, une pelle, c'est pas censé la changer tous les 10 ans. Et puis pour finir, il va falloir que tu aussi revoies tout l'inventaire de tes graines. Donc, si tu as produit comme moi des graines, c'est la mise en sachet. Moi, c'est ce que j'ai fait tout septembre et tout octobre. Là, j'ai fini, j'en ai plus à faire. Tout est fait, y compris les séchages, etc. Méthode de séchage. Là, tu vois, là, je vais te montrer, j'ai des haricots qui sont en train de sécher en plein air. Mais là, ils vont rester tout l'hiver, tu vois. C'est fin de l'hiver que je vais commencer à les ressortir. Et puis à les mettre, je t'avais expliqué, c'est à cause de la bruche, pardon.
qui est un insecte, qui est un coléoptère, voilà, qui pond dans le haricot, puis ils vont faire en sorte que j'allais passer dessus pour tuer un petit peu les œufs, sinon bah t'en as pas. Les graines sont bouffées avant d'être mises en terre. Et donc ça c'est ce que je fais, tu vois, voilà, c'est le genre de choses qui restera encore à faire, mais c'est rare, voilà, j'ai que les variétés d'haricots encore, tu vois. Mais tout le reste est déjà fait, voilà, tout le reste est déjà fait, et mis en sachet, étiqueté, la date de l'année, pas premier en machin. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui te manque, là où, parce qu'il y a eu des loupés forcément aussi dans les graines, et voir ce que tu auras besoin de complémenter en allant dans ton réseau habituel chercher les compléments nécessaires. Peut-être aussi changer des variétés, celles qui t'ont pas plu. Moi, tous les ans, il y a des variétés que j'enlève, d'autres que je rajoute, enfin tu vois. C'est pas énorme, hein, c'est pas des changements radicaux, mais il y a des petites choses où je me dis, ouais, en fait, ce choix-là, ouais, bon, je tente très bien une autre variété, voir si ça me plaît mieux. Mais après, tu vois, c'est des choix, hein, c'est des choix qui peuvent être gustatifs, qui peuvent être sur plein de critères. Mais faut pas rester figé sur sa liste, c'est ça que je veux dire. C'est la période dans laquelle tu peux essayer de revoir en te disant, par exemple, je sais pas, la laitue que tu avais choisie c'était pour cet été, bah en fait, tu l'as pas trouvé si génial que ça. Et que tu tenterais bien une autre variété l'été prochain en te disant peut-être que celle-ci te conviendrait mieux, tu vois, par exemple. Voilà, c'est l'occasion de se mettre là-dessus et de voir tous ces changements-là, en sachant, et je le redis encore une fois, que les légumes, enfin en tout cas que les variétés qui sont locales vont être vachement plus adaptées à ton terrain que celles qui sont logiquement adaptées à des régions qui ne sont pas les tiennes, tu vois, bon, voilà. Donc c'est aussi à prendre en compte. Moi j'ai que des variétés locales et anciennes, voilà, en très 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 grande majorité. Je dois en avoir quelques-unes qui traînent encore, tu vois, qui ne sont pas forcément locales. Forcément le basilic c'est pas local, tu vois, donc voilà, j'en ai quelques-unes que j'utilise comme ça, mais majoritairement, toi comme le poireau par exemple, voilà, c'est une variété locale que je vais utiliser, les choux aussi, les laitues aussi, enfin, les carottes aussi, voilà, j'ai beaucoup de variétés. Bon, les courges et les tomates, non, parce que ça vient pas d'ici, hein, donc bon, on va dire que c'est adapté, voilà, ça s'adapte avec le temps. Et c'est pas forcément des légumes, voilà, qui sont comme le piment et puis l'aubergine aussi, tu vois, c'est pas dire j'ai mis l'aubergine, enfin un pied d'aubergine adapté à ma région. Bon, à la base, c'est pas français, tu vois, donc après j'aurais envie de te dire n'importe quelle variété peut le faire, plus ou moins, tu vois, plus ou moins. Il y en a qui se font un petit peu plus que d'autres, mais globalement, toutes vont le faire. Voilà un petit peu pour cet agenda, donc tu vois pas grande chose, surtout de la surveillance et puis finaliser quelques petits bazars de ci de là. Voilà, bah écoute, en tout cas moi je te souhaite de bonnes fêtes, en famille ou pas, et voilà, et tout plein de bonnes choses pour cette fin d'année, et puis on se retrouvera bien sûr en janvier pour un nouvel agenda. N'hésite pas à lâcher un bon pouce bleu, comme d'habitude, le cadeau de bienvenue qui se trouve sur l'envie comme info ou dans la description. Et en attendant, ta liberté t'appartient. Ciao, ciao.